Bonjour à tous, aujourd'hui nouveau rendez-vous dans le cadre de l'événement Inbound Marketing France, l'IMF 2020. Notre invité, Edith Taillard, est passionnée de marketing et d'innovation. Après 5 ans chez Sage, puis un passage chez Viadeo pour créer la direction marketing B2B et installer un nouveau modèle économique, elle œuvre depuis 3 ans chez Euler Hermès, la filiale d'Allianz, leader mondial de l'assurance crédit entreprise, en tant que responsable marketing. Ses missions: accélérer le business grâce au digital, participer au lancement de produits digitaux et plus globalement, apporter son expertise du marketing digital à une entreprise en pleine accélération. Bonjour Edith. Bonjour. Ça va bien? Très bien, ravi d'être là. Eh ben moi aussi. Alors, on va pas donner ici un cours de stratégie digitale, hein, on n'est pas là pour ça. Mais est-ce que tu peux nous donner, toi, tes clés, quelques pistes de réflexion par rapport à la stratégie digitale des entreprises? Alors, déjà, c'est la première des choses parce qu'on a tendance à foncer bille en tête. C'est pas vouloir faire du digital pour faire du digital. Ça sert à rien. La première question qu'il faut se poser, c'est pourquoi je veux en faire, pour qui je veux en faire, quelles sont mes cibles, comment elles fonctionnent, ces cibles, où est-ce que je les trouve, et surtout, qu'est-ce qui les intéresse. Et si on a répondu à ces questions-là, eh ben, la stratégie derrière, elle découle toute seule et c'est beaucoup plus simple parce que du coup, on sait ce qu'on peut leur dire et par quels canaux et par quels outils. Donc, commencer d'abord par s'intéresser à ceux qu'on va vouloir intéresser après. Donc écouter, c'est ça, aussi ses Absolument. clients, ses consommateurs, Absolument. ses partenaires. Ses partenaires, alors quand je dis cible, c'est pas forcément de la prospection, même si évidemment on l'utilise beaucoup en prospection, mais c'est aussi ses partenaires, ses clients. Et vraiment, l'idée du marketing à la papa avec ouais, super mon produit, voilà, enfin, je sais pas si toi ça t'intéresse, mais personnellement, Ça pas marche trop. plus, ça. Ouais. Donc voilà, c'est qu'est-ce qui intéresse ces cibles que je veux atteindre. Ça sera du coup très simple quand on aura compris ça, de savoir de leur parler de ce qui les intéresse et de les amener petit à petit à se dire que son entreprise, ça peut être une des solutions dans les soucis qu'ils peuvent avoir chaque jour. Mais voilà, d'abord eux en premier. Ok. Et d'après toi, on en est où en France de la transformation, la fameuse transformation digitale dans les entreprises? Si tu mettrais le curseur où, toi? Alors, c'est très hétérogène, mais je trouve que, bon, on n'est pas si mal que ça en France. Après, voilà, il y a beaucoup d'erreurs de débutants parfois, mais et les avancées sont plutôt hétérogènes. Mais globalement, je trouve qu'on se débrouille pas mal. Il y a beaucoup d'initiatives intéressantes dans les toutes petites entreprises qui s'y mettent, dans les grands groupes qui réfléchissent beaucoup parfois. Non, je trouve qu'on n'est pas si mal que ça en France. Oui, alors Edith, d'après toi, est-ce que 100% des entreprises ont réussi leur transformation digitale, notamment en France? Alors, je ne sais pas si 100% ont réussi leur transfo digital, mais en tout cas, si elles ne réussissent pas leur transfo digital, il y a de fortes chances pour qu'elles ne réussissent pas du tout. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que 100% des entreprises qui ont réussi leur transfo digital se sont au moins plantées une fois. Et ça, c'est important à entendre parce que c'est aussi comme ça qu'on apprend dans le digital. Donc voilà, il faut savoir faire des erreurs pour apprendre. Alors tu parlais d'erreurs justement, à ce micro, Ilham Guggenheim, que tu connais bien, Ouais. disait commencer sa transformation par la technicité, c'est une grave erreur. T'en penses quoi, toi? Complètement d'accord, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que la technique, c'est pas une finalité, c'est un moyen, donc c'est l'humain d'abord, et l'humain, ça peut être les collaborateurs de l'entreprise. Il ne faut pas qu'ils voient le digital comme une menace, mais comme une opportunité, en fait, peut-être de se débarrasser de tâches pas très intéressantes et d'avoir une meilleure valeur ajoutée parce qu'ils connaissent bien leur métier. C'est aussi une valeur ajoutée pour les clients, d'avoir des choses plus simples,
parce que le digital, ça permet aussi l'expérience client. Et ça permet aussi de se remettre en cause un peu sur des process qui sont parfois un peu compliqués, qu'on a fait plutôt pour soi que pour ses clients. Et quand on veut digitaliser ça, ben, évidemment, on repose les choses à plat et on se dit pourquoi on faisait ça comme ça? Parce qu'on a toujours fait comme ça. Non. Donc le digital, ça permet aussi de faire ça. Donc c'est l'humain d'abord et avant tout. Donc de l'humain, du sens, remise en cause, c'est ça, de l'écoute. De l'écoute. Si je prends tes clés de lecture. Absolument. Et le digital, voilà, va faire que faciliter la simplicité qu'on va offrir et l'usage qu'on va offrir à sa cible, que ce soit un prospect, un client ou un collaborateur. Comment ça se passe dans les organisations que tu côtoies, toi, au quotidien? Qu'est-ce que tu sens comme tendance actuelle? Alors c'est très rigolo de voir où en sont les entreprises, en particulier les grandes qui ont souvent des gros moyens, parce que on peut passer de la peur ou de la méfiance ou du désintérêt total pour le digital à une espèce de passion soudaine où on pense que le digital peut tout faire. Et quand on mature un peu les choses, on comprend que la vérité est entre les deux. Donc non, c'est pas le digital tout puissant, la digital mania, super, hein, mais ça fait pas tout. Et pourtant, c'est quelqu'un qui fait du digital toute la journée qui vous le dit. Voilà, le digital, c'est un support, c'est des techniques, mais c'est pas la finalité. C'est vraiment un mix entre les deux. Un bon équilibre. Ouais. Et est-ce qu'on n'en fait pas trop, justement? Tu parlais de digital mania à toutes les sauces. Voilà, est-ce que... C'est ce que j'appellerais l'erreur du débutant. C'est que quand on commence à toucher au digital, tout à coup, on se dit waouh, tout est possible, on va tout faire en digital et on veut un peu le mettre à toutes les sauces. Donc, mais ça, je dirais, c'est l'enthousiasme du début. Et puis après, on se plante une fois ou deux fois, et puis on apprend. Et on se calme un peu sur le digital absolument partout. C'est une bonne courbe d'apprentissage aussi que de se tromper de temps en temps. Donc, les grosses entreprises peuvent se le permettre facilement. Okay. Parce qu'on parle beaucoup d'accélération digitale avec un nouveau rapport au temps, une phase d'acculturation nécessaire. Mais finalement, on manque aussi encore de compétences, non? J'ai l'impression, notamment en France, hein, par rapport au digital, dans tout ce parcours d'évolution. Je dirais que le digital, il demande quand même beaucoup de curiosité. Moi, quand je suis arrivée chez Hermès, on m'a dit ouais, ton équipe, ils sont peut-être pas super compétents. Et en fait, si, parce qu'ils avaient la principale qualité, c'est que déjà ils se connaissaient, hein, mais surtout qu'ils étaient très curieux d'apprendre et de tester, de trouver des nouvelles approches. Donc après le digital, c'est pas forcément des compétences très scolaires. Ça s'apprend beaucoup aussi sur le tas, ça s'apprend beaucoup en testant, en se trompant, en recommençant. C'est le bon sens pratique. C'est le bon sens pratique, et puis ça permet d'aller vite parce que le digital, on a le résultat immédiatement. Donc là où on pouvait mettre des mois et des mois auparavant, quand on fait, pour pas le citer, mais c'est un terme très à la mode du growth hacking, ça permet d'aller très vite. Donc la courbe d'apprentissage, elle est très rapide. Et ça, c'est génial parce que ça permet à une équipe de progresser très vite et d'avoir très vite des résultats. Et quand vous commencez à avoir vos premiers résultats positifs, vous avez envie d'aller plus loin. Et voilà, et c'est comme ça qu'on entraîne une équipe et qu'on élargit les compétences. Donc oui, ok, il n'y a peut-être pas des compétences partout, mais il y a beaucoup de curiosité. Je pense que c'est l'essentiel. Et les jeunes, notamment, sont curieux par rapport à ça. Ils ont une appétence digitale. Ouais. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de mixer des jeunes qui n'ont aucun a priori sur les outils, sur la technique, ils vont direct. Ils n'ont pas besoin d'avoir le mode d'emploi en 18 volumes à côté. Hein, donc, c'est assez fascinant. Et en même temps, de les mixer avec des gens qui sont plus experts du métier de l'entreprise. Et tout ça, en tout cas chez moi, fonctionne en très bonne intelligence parce que les
plus geeks en fait vont apporter leur vraie valeur et les plus experts métiers vont aussi apporter une valeur et les deux valeurs se rencontrent et il y a beaucoup de bienveillance dans les deux sens. J'allais dire, ça oblige une notion de respect quand même. De respect, d'écoute, de bienveillance et c'est comme ça qu'on obtient absolument les meilleurs résultats. Ouais. Okay. Et alors, tu identifies quels freins, quels obstacles parfois peut-être? Dans une grande entreprise, le frein... Ou une petite, même. Ou une petite, c'est vrai. Il y a des freins partout. Il y en a de deux ordres qui sont très opposés, mais finalement qui peuvent se rejoindre, et on en a un petit peu parlé. C'est d'abord la peur, l'appréhension du digital. C'est pas pour moi. C'est pas pour moi, pas tout de suite. Ou le désintérêt. Moi, j'ai vécu, ça fera bientôt 3 ans et demi que je suis chez Euler, un début où on m'a dit je crois pas à l'influence du web, il y a 3 ans. Donc voilà, il fallait démontrer, évangéliser. Et l'autre frein ou obstacle, ça peut être aussi le trop plein d'enthousiasme. Vouloir effectivement mettre le digital à toutes les sauces, c'est pas mieux non plus. Donc voilà, il faut jouer entre les deux, mais on peut y arriver très bien avec beaucoup de conviction et de passion. Et comment tu perçois le digital et son impact, notamment par rapport à la nouvelle façon de communiquer et de vendre? La finalité, c'est quand même le business. Absolument. Et le digital doit servir le business. Quelle est ton analyse là-dessus? Alors, je trouve que c'est très intéressant parce que dans la mesure où, avec le digital, on a les résultats très vite, ça permet d'éviter le bullshit en fait. Et là où des commerciaux pouvaient avoir un discours un peu, bling bling, machin, en digital, sur LinkedIn ou n'importe où ailleurs, le bullshit, ça passe pas, vous n'avez pas d'engagement, il se passe rien. Donc ça vous oblige à être meilleur. Et ça oblige aussi les forces commerciales à travailler un peu différemment dans leur discours auprès des prospects ou des clients. Et aussi sur les réseaux sociaux, aussi à prendre en main le sujet. Donc ça change l'approche. C'est une approche plus vraie, plus proche de l'intérêt du client ou du prospect. Et du coup, qui marche forcément mieux. Plus authentique. Plus authentique, absolument. Ouais. C'est le temps du commercial des années 90, je pense qu'il est bien mort, et heureusement d'ailleurs. Et ça, je pense qu'on le doit en partie au digital. Et même si ça s'applique aux commerciaux de terrain, les vrais, les humains, le digital les a beaucoup aidés aussi à évoluer dans cette façon d'approcher leur marché. Bon, ça oblige aussi d'accepter l'échec. Absolument. Parce qu'on se plante aussi dans le digital. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais c'est aussi permettre à une équipe d'avoir confiance et de pouvoir se dire j'ai le droit à l'erreur. Et ça, c'est particulièrement vrai dans le digital parce que dans le digital, on teste les différentes approches et on fait ça quelque peu en entonnoir en disant ok, on va tester les différents messages et puis on prendra le meilleur. Donc forcément, si vous testez 5 messages, il y en a 4 qui seront moins bons que le premier. Donc c'est la culture aussi d'apprendre par l'erreur et du test and learn. Et cette culture, elle se diffuse aussi dans l'entreprise et c'est très bien, je trouve. Ça ne veut pas dire qu'on va mettre l'erreur voilà, mais accepter de se tromper et surtout de comprendre où était l'erreur et pour être en mode solution, parce que le but du jeu, c'est pas de dire c'était nul, c'est de comprendre ce qui n'a pas fonctionné et de trouver la bonne solution. Ça, c'est très vertueux. Et avec quelle tendance, qu'est-ce que tu observes, qu'est-ce que tu sens pour les prochains mois, les prochaines années dans le digital Alors là, c'est super compliqué parce que il faudrait être cristal, mais bon. Voilà, Nostradamus, tout ça, non, j'ai pas. Quelles sont tes marques d'intérêt par rapport au futur, quoi? C'est compliqué à dire parce que je dis toujours à mon équipe, c'est génial parce qu'aujourd'hui, j'apprends de l'alternant comme je lui apprends de moi. Et voilà, et dans 5 ans, c'est bien que ce qu'on fait aujourd'hui sera probablement extrêmement chamboulé et qu'on apprend tous les jours. Donc, les grandes tendances, ultra-personnalisation,
oui dans un sens, non dans l'autre. Ouais, c'est compliqué à répondre, hein. Franchement, Joker, je crois. Non, mais la personnalisation, tu disais. Peut-être Ouais, la alors, relation client qui va peut-être changer, plus personnelle, plus humaine. Ouais, On parlait d'authenticité aussi. Oui, alors voilà. Conversationnel, beaucoup. Je pense qu'on passe par effectivement ces phases où on devient vraiment acteur au sens conversationnel, où les live chat, chatbot, callbot, etc. commencent à prendre une part intéressante et avec beaucoup d'impulsion de la data. Donc c'est là où notre métier de marketeur est génial, c'est que c'est la rencontre de quelque chose de très rigoureux et d'analytique qui est la data et la créativité qu'on doit mettre pour en tirer le meilleur. Parce que la data ça n'ira pas, que la créativité ça n'ira pas. Donc je dis à mon équipe tous les jours qu'ils sont des moutons à 5 pattes parce qu'ils savent utiliser les deux. Et voilà, je pense que la data va encore beaucoup nous aider, encore plus qu'aujourd'hui, mais ça ne doit pas empêcher de se rappeler le sens premier, c'est de pouvoir parler à quelqu'un et de lui faire passer les messages qu'on veut lui faire passer. Allez, j'ose le débat. Une femme dans le digital, tu es une perle rare, malheureusement. Comment on fait pour attirer les filles dans le digital, au digital, quoi. Comment on fait pour changer la donne, quoi, rééquilibrer? Alors, je suis pas sûre que... il y a des chiffres quand même, hein. Ouais, une femme sur 10 dans les startup tech, 33% des femmes... Alors, c'est plus dans l'entrepreneuriat que mais dans aussi le digital, salariés, hein, même, 33%. Non, mais je crois qu'elles ont une vraie valeur parce que pardon, hein, mais... C'est un exemple, quand même, pour elles. Je pense que les femmes... Alors, c'est une tarte à la crème, mais quand même, il y a cette empathie qui est ultra nécessaire dans des relations de plus en plus effectivement interactives avec nos cibles. Donc ça nécessite de bien comprendre et se mettre à la place des gens avec qui on interagit. Et ça, le côté féminin l'apporte beaucoup, je trouve. Non, vive les femmes, franchement. Mais le mix est bien. Moi, voilà, j'ai pas de religion là-dessus. Je pense que les deux ont des approches très complémentaires. Moi, j'ai garçons et filles. Et tout ça fonctionne plutôt bien. Mais moi, j'ai plus des filles que des garçons, bizarrement. Donc, c'est pour ça que je dis oui, ok, il y a peut-être plus de garçons. Dans l'entrepreneuriat, ça, c'est vrai, parce que les filles, c'est toujours... et je suis peinée de dire ça, mais elles osent moins que les garçons à compétences égales. Moi, je pensais que c'était ma génération qui était comme ça, mais même chez les plus jeunes, c'est encore vrai. Donc, il faut que les filles y croient parce qu'elles ont plein de qualités et c'est particulièrement précieux pour le digital. Il faut oser. Il faut oser. Okay. Alors, on est à l'Inbound Marketing France aujourd'hui. C'est quoi ta définition de l'inbound? Comment tu l'appréhendes, l'inbound? Et comment tu t'en sers au quotidien? Alors, l'inbound, il y a tellement de définitions que voilà. La tienne. La mienne, l'inbound, pour moi, c'est savoir donner à nos cibles ce qui l'intéresse et l'amener petit à petit à s'intéresser à ce qu'on fait. À la valeur ajoutée qu'on peut leur apporter au quotidien et bien au-delà de nos produits ou services. Chez Euler Hermès, on a des vraies compétences qui peuvent accompagner des petites entreprises comme des grosses sur la compréhension de leur marché, de leur contexte, de comment on fait pour exporter. Il y a une vraie valeur ajoutée bien au-delà du produit. Le produit, finalement, dans l'inbound, il vient bien après. Et c'est tant mieux parce que comme ça, le jour où le prospect s'intéresse à nos solutions, en fait, il est déjà convaincu de notre légitimité. Donc voilà, ça c'est ma définition du l'inbound. Je ne sais pas si elle est très claire. Mais... C'est très bien, si, tout à fait. Merci Edith en tout cas. Merci à toi. À bientôt. Je vous invite à partager ce podcast, le liker. N'hésitez pas à apporter vos commentaires également. Et je vous dis à bientôt dans un prochain podcast. À bientôt.